Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 6 juillet et ça tombe plutôt bien puisqu'il est grand temps, il est l'heure de faire le bilan de ces 6 premiers mois en termes de lecture. L'année passée, j'avais sorti une vidéo, le Mid-Year Freakout Book Tag, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne et j'avais accompagné cette vidéo à l'époque avec un petit article. Rebelote, cette année, je vous propose de refaire ce tag et d'y ajouter quelques petites questions de mon cru personnel ou chopées à travers des blogs de copinotes. Mais pas de panique, si vous voulez les références de chez qui j'ai trouvé telle ou telle question, tout sera dans la barre de description puisque je remettrai les sources. En plus de ça, dans la barre de description, toujours, vous aurez accès à un lien vers mon article de blog, histoire d'avoir une version écrite de ce que je vous propose de regarder aujourd'hui. Enfin, le topping sur ce gâteau à la cerise, toujours dans la description, vous pourrez avoir la liste des livres cités. Et maintenant que cette introduction est désormais finito, on va pouvoir commencer avec la première question. Comme pour l'année passée, j'ai mon petit calepin magique dans lequel j'ai noté à la fois les intitulés des questions et leurs réponses. Et la première question, je dois vous parler de ma meilleure lecture. Je vous parle de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Castelmore à travers leur label Big Bang. Dans ce roman, on suit l'histoire d'Elisabeth qui a grandi dans une bibliothèque un peu spéciale puisque les livres qui y sont enfermés peuvent se transformer en créatures assez démoniaques, maléfiques, de cuir et d'encre pour lesquelles elle est formée pour pouvoir les combattre. Seulement, ce quotidien va être bouleversé par un événement assez tragique qui va pousser Elisabeth à devoir sortir de cette bibliothèque, à visiter le grand monde et à tomber sur plusieurs et moult péripéties en tout genre, des complots, des secrets de famille, de la magie, des monstres, des vieilles rancunes tenaces. Bref, tout un cocktail que l'autrice vous propose de découvrir à travers ce roman. Et Elisabeth n'est pas seule puisqu'elle peut compter sur un magicien, un sorcier du nom de Nathaniel Thorne et de son mystérieux domestique Silas. Pour faire court, c'est une de mes meilleures lectures pour ces 6 premiers mois, tout simplement parce que j'ai adoré la plume de l'autrice, que j'ai trouvé travaillée, soignée. Il n'y a pas de fioritures, pas de métaphores louches, c'est vraiment simple, accessible et efficace. Et dans le même temps, c'est travaillé, c'est soigné pour donner une matière, un corps à l'ambiance, à l'atmosphère du récit. C'est une histoire purement fantasy avec un soupçon de romance, mais j'insiste sur le soupçon parce qu'on a affaire à une romance qui est un slow burn sans scène spicy, ce qui est assez rare pour être souligné, je trouve. Et j'ai adoré l'intrigue qui nous plonge dans les méandres de toute une cité, des bibliothèques, de livres qui se transforment en monstres. Voilà, il y avait tous les ingrédients qui moi me font kiffer, ils étaient très bien exploités, l'intrigue est équilibrée, maîtrisée entre exploration et action, entre introspection et révélation, donc ma foi, c'est un one-shot qui est parfait à mes yeux parce que même les personnages, qu'ils soient principaux, secondaires ou tertiaires, m'ont vraiment captivé. En plus de ça, l'univers est absolument fascinant à découvrir, il se complexifie au fil des chapitres. Il est certainement avec des défauts, il a certainement des petits couacs, des choses que d'autres pourront souligner si d'autres ne l'ont pas aimé. Mais moi, en tout cas, ça a été une lecture absolument parfaite en tout point, juste ce que j'avais besoin, envie de lire à ce moment précis. Ça a été un coup de cœur sur toute la ligne et le tome compagnon, je le garde précieusement pour le Cold Winter Challenge, vu que c'est une nouvelle, un conte qui se passe durant l'hiver. On va continuer sur les très bonnes lectures, les excellentes lectures que j'ai pu faire, notamment avec la meilleure suite de série. Et pour ça, j'ai le livre qu'il vous faut puisqu'il s'agit de Lightfall, l'ombre de l'oiseau, le tome 2 qui a été écrit et illustré par Tim Probert aux éditions Gallimard bande dessinée. Je ne vous ferai pas un résumé du tome 2, je vais juste vous donner quelques grandes lignes du tome 1. Cette jeune fille s'appelle Béa et elle vit avec son grand-père cochon sorcier dans un monde qui s'appelle Irpa. Et tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où le grand-père de Béa disparaît. Béa va donc se précipiter à la recherche de son grand-père et sur sa route, elle va croiser Cad, un Galdurien qui est
en tout point son opposé. Si Béa est anxieuse, Cad lui est carrément insouciant et déterminé dans tout ce qu'il entreprend. Et ce curieux duo va voyager à travers Irpa pour retrouver non seulement le grand-père de Béa, mais ils vont s'embarquer dans quelque chose qui les dépasse totalement. On est là sur une bande dessinée jeunesse et fantasy qui est absolument excellente, je trouve. J'aime énormément les dessins, ils sont soignés, le trait est délicat, j'aime beaucoup ce côté un peu crayonné, croquis, avec des couleurs qui sont absolument douces. J'aime les planches qui sont très agréables à lire. Le texte est vraiment chouette et agréable à lire. J'aime énormément les personnages, notamment le duo Cad-Béa qui fonctionne à merveille. J'aime énormément le sujet de l'anxiété qui est très bien traité de la part de l'auteur. Bref, c'est une excellente bande dessinée et le premier tome a été un énorme coup de cœur et j'avais plus que hâte de retrouver cet univers fait de rencontres improbables, de coins un peu cosy, charmants, de paysages enchanteurs et féeriques. J'étais impatiente de découvrir ce que l'auteur nous réservait pour cette suite et je n'ai pas du tout été déçue. J'ai même été plus d'une fois surprise par la tournure des événements et par ce final qui est absolument génialissime. N'hésitez pas à découvrir Lightfall parce que c'est vraiment une très belle série. Et le tome 2 est encore meilleur que le premier à mes yeux. Et le tome 3 est dans ma pile à lire et je compte le dévorer d'ici la fin de l'été. On va aller du côté du premier tome que j'ai aimé. Et pour le coup, je vais vous parler de ce petit bijou que j'ai terminé de lire le 30 juin. Donc vraiment, je suis ultra ravie de pouvoir vous le présenter dans ce tag de mi-parcours parce que vraiment, c'est un premier tome absolument incroyable. Et je vous souhaite de le découvrir parce que vraiment, il vaut le détour et c'est un excellent roman jeunesse. Voici donc les Whisper Weeks, le labyrinthe sans fin de Jordan Lise aux éditions Ozo. Dans ce premier tome, on suit l'histoire de Jeremiah Crick qui est un adolescent somme toute banal, mais un jour il va faire une découverte qui va le propulser dans un monde dont il ignorait jusqu'alors l'existence. Et en plus de ça, il n'a pas de chance, il déteste la magie, il n'y croit absolument pas, mais force est de constater que manifestement ça doit bien exister puisqu'il a atterri à Dédaleum, un monde labyrinthique. Et cet univers paraît à Benjamin quelque peu fantasque, voire grotesque, puisque les rues ne tiennent pas en place, les cartes à jouer servent de monnaie et les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Et il n'a pas le choix, pour rentrer chez lui, il va devoir suivre Elisabella, et Elisabella, elle a une quête bien particulière, retrouver à tout prix son frère jumeau. Ce roman est absolument pépite, puisque le résumé vous donne qu'une fraction, vraiment qu'une fraction, assez minime de ce qui vous attend quand vous ouvrez ce livre. Concrètement, l'univers est riche, dense, il est fouillé, il est travaillé de fond en comble et on a vraiment cette impression que l'auteur n'a pas tout donné de son univers, qu'il en garde encore sous le coude. J'ai adoré l'histoire, on suit Benjamin et Elisabella qui nous font tout un voyage à travers Dédaleum, à travers des lieux bien emblématiques qui sont très spécifiques à la culture de Dédaleum, à son histoire. On enquête non seulement sur le frère jumeau d'Elisabella à travers les Whisper Weeks, mais c'est surtout à travers toute l'histoire, la fondation de Dédaleum qu'on s'interroge et qu'on s'interpelle à travers les différentes péripéties. L'auteur a casé des surprises absolument partout, des révélations, des rebondissements, des péripéties. C'est entraînant, dynamique, c'est super bien écrit. En plus de ça, j'ai adoré les personnages principaux, Benjamin davantage qu'Elisabella, mais je trouvais qu'ils étaient très complémentaires et c'était un régal de les suivre à travers quand même ces plus de 500 pages. Et je suis impatiente d'être en 2025 pour pouvoir découvrir la suite. Je vais également vous parler du one-shot que j'ai le plus aimé durant ces 6 premiers mois. Je vais donc rester dans la littérature jeunesse et je vous présente Le merveilleux pays des Snergues qui est écrit par Veronica Cosantelli et illustré par Melissa Castrillon d'après le roman de Wyke Smith et c'est édité aux éditions Milan. Le roman d'origine de Wyke Smith a inspiré Tolkien notamment pour
créer son peuple des Hobbits, mais aussi pour créer le roman Bilbo le Hobbit. Et pour l'histoire, nous suivons Pip et Flora qui vivent dans un orphelinat qui a des règles très strictes dont ils n'en peuvent plus et décident un jour de fuir cet endroit horrible et de se plonger dans la forêt. Et évidemment, en fuyant, ils vont tomber sur des personnages plutôt louches et ils vont être poussés à sortir du monde qu'ils connaissent pour atterrir dans un monde qui leur est totalement inconnu et pour lequel il y a pas mal d'êtres magiques et féeriques, des ours qui sentent la cannelle, des chanceliers de la confiture, des trolls qui vivent dans des ponts. Il y a tout un bestiaire absolument fabuleux et dans ces rencontres improbables, vous avez les Snergs. En gros, j'ai vraiment adoré ce roman et c'est vrai qu'une fois que je l'ai refermé, je me suis vraiment dit oui, je comprends ce que Tolkien a aimé dans le roman d'origine, même si là on a une réécriture, un retravail qui a été fait pour le rendre accessible pour la collection Tilt, qui est des romans à destination des 9-12 ans. Mais je comprends ce qui a plu à Tolkien dans le roman d'origine et je comprends pourquoi il s'en est grandement inspiré pour créer Bilbo le Hobbit, parce que une fois lu, tout on a les clins d'œil, c'est-à-dire qu'on comprend ce que Tolkien a récupéré pour le Hobbit, on comprend à quel point les Snergs sont absolument portraits cachés des Hobbits. C'était très marrant à faire le petit jeu de ping-pong entre les deux œuvres, mais au-delà de ça, quel roman jeunesse, si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir, d'avoir une lecture très cool, ou si vous avez des enfants qui correspondent à cette tranche d'âge, 9-12, donnez-leur ce livre à lire parce qu'il est vraiment génialissime en matière de fantaisie. Le texte est super bien écrit, j'ai adoré ce roman d'aventure, d'amitié, fait de plein de petites trouvailles, de rencontres, d'énigmes, de tout un tas de choses qui lui donnent un aspect un peu conte qui est très plaisant à lire. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux. Je suis absolument fan du peuple des Snergs, mais ça ne m'étonnait absolument pas du tout vu que j'adore les Hobbits de base. J'ai adoré l'intrigue qui est faite d'amitié, de rencontres, de péripéties, d'aventures, d'action, avec une grosse dose d'humour. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des bons ingrédients et ils sont bien utilisés. J'aime énormément l'ambiance, l'atmosphère qui est très onirique et en même temps très absurde, fantastique. J'ai beaucoup aimé le peuple des Snergs, j'ai adoré l'alchimie entre Pip et Flora, j'ai adoré les illustrations en noir et blanc façon crayonnée qui sont là pour accompagner chaque début de partie, de début de chapitre aussi. Faites-vous plaisir si vous avez l'occasion de le découvrir parce que c'est un petit voyage qui vaut le détour. Parce qu'on ne peut pas toujours parler que de bonne lecture, la question suivante m'emmène à vous parler de ma déception de ces 6 premiers mois de l'année. Et pour le coup, on va s'orienter sur une lecture que j'ai faite durant le mois de juin pour le Ice Cream Summer Challenge, puisqu'il s'agit de Bleu comme l'été. C'est un roman que j'ai emprunté à la médiathèque, il a été écrit par Marilène Fouquet et publié aux éditions Sarbacane. L'histoire de Bleu comme l'été, c'est celle de Prudence, aspirante photographe qui est étudiante en fac d'histoire. Elle a déposé un dossier pour entrer dans une école de photographie, elle a également fait un concours de photos et elle a échoué sur toute la ligne, un peu déçue et se remettant grandement en question, elle décide de suivre un inconnu en road trip pendant 3 mois sur la côte atlantique. Et cet inconnu n'est autre qu'un psychologue dans la vraie vie qui, durant ces mois d'été, se transforme en surfeur sur son compte Instagram. Pour la faire courte, j'ai trouvé que la dimension psychologique allait parfaitement, dans le sens où c'était très fouillé, très recherché. On sent que le personnage principal, celui de Prudence, évolue. Il y a un très gros travail sur la psychologie du personnage principal et sur l'évolution, sur la dynamique, la relation entre Prudence et Dylan. Donc là-dessus, c'était vraiment très cool, mais j'ai trouvé qu'il y avait tout n'était pas forcément bien exploité, la relation avec le père de Prudence, ou avec sa propre sœur, ou encore avec son amoureux. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui ne matchaient pas, qui n'ont pas pris avec moi. En plus de ça, je n'ai pas aimé le personnage de Prudence, que j'ai trouvé très lunaire en fait, avec 3 émotions, colère, tristesse ou joie.
ça passe de l'un à l'autre de manière très brutale. Je trouvais qu'elle avait tendance à tout surjouer, à tout dramatiser, à tout exagérer à outrance. Et je la trouvais pas très fine dans son rapport avec les autres, avec ce qui l'entoure. Je trouvais qu'elle avait des jugements à l'emporte-pièce qui étaient assez violents par moments. Et j'avais du mal à la raccorder avec l'idée qu'on nous présentait un personnage qui était supposé être hypersensible. J'avais vraiment du mal à coller les deux facettes. Et pour achever le tout, j'ai trouvé que le road trip ne fonctionnait pas, il n'y avait pas assez. Le voyage n'existait pas en fait. C'est-à-dire qu'on était vraiment très centré sur Prudence et ses problèmes par rapport à son compagnon, enfin son petit ami, et qu'on ne se concentrait pas assez sur la partie road trip qui aurait pu apporter une vraie bouffée d'air, quelque chose d'un petit peu moins centré sur, auto-centré sur Prudence. Voilà, il y a des choses qui m'ont manqué, qui ont été développées et que je ne trouvais pas intéressantes. Et il y a des choses que j'aurais aimé voir et qui n'ont pas été développées, qui ont été passées sous silence. Donc ouais, c'était un petit raté sur ce coup-là. Néanmoins, si vous avez l'occasion de le lire, de tomber dessus, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, puisqu'il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé et des gens qui l'ont bien aimé. Donc peut-être que sur vous, ça marchera mieux que sur moi. La question suivante va porter sur une très grosse surprise, une bonne surprise de ce premier semestre. Et j'ai choisi un roman que j'ai emprunté à la médiathèque, un premier tome de surcroît. On est sur Ceux qui ne peuvent pas mourir, le premier tome qui s'intitule La bête de Porte-Vent, qui est écrit par Karine Martin et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour la petite histoire, nous sommes en France en 1887 et nous suivons l'histoire de Gabriel Votz qui travaille pour une puissante confrérie occulte qui traque les humains maudits et transformés en créatures diaboliques. Il est envoyé en mission en Bretagne, dans un village frappé par de nombreux meurtres particulièrement atroces, et il est accompagné par Rose, une adolescente têtue et encombrante qui en sait beaucoup trop et qu'il est obligé d'emmener avec lui pour éviter qu'elle ne lâche des dossiers bien trop brûlants sur cette fameuse confrérie. Ça a été une très bonne surprise que j'avais découvert sur la chaîne de Muffins and Book. C'était Marie Réplin qui en avait parlé parce qu'elle avait acheté le tome 3 qui était le dernier tome de la trilogie. Et j'avais adoré comment elle en avait parlé et je me suis précipitée pour l'emprunter à la médiathèque. Et je ne regrette absolument pas parce que c'était une bonne surprise. J'ai adoré le mélange de genres. On a une part historique puisque ça se passe à la fin du 19e. On a une part de fantastique avec toutes ces créatures mystérieuses qu'il faut aller chercher et combattre. Et on a aussi cette pointe de thriller aventure parce que c'est une course contre la montre dans laquelle Gabriel s'engage puisque les meurtres se répètent, qu'il y a toute une affaire de secrets de famille, de choses enfouies qu'il faut aller chercher, une vérité qu'il faut trouver, un coupable qu'il faut dénicher. Et qu'à côté de ça, Gabriel s'est empêtré dans une affaire bien dérangeante puisque, techniquement parlant, lors de sa dernière affaire, il n'aurait pas dû laisser de témoins. Or, la petite Rose est un témoin qui traîne avec lui dans cette histoire, ce qui a des conséquences par rapport à sa confrérie, par rapport à lui-même, par rapport à Rose aussi. Et donc il y a toute cette chape de plomb qui est assez intéressante, je trouve. L'ambiance, l'atmosphère du roman, elle est pesante, elle est poisseuse. Il y a de l'humour qui est très sarcastique, que j'aime énormément. Il y a une alchimie entre les personnages de Gabriel et de Rose qui est très intéressante. Les personnages qui sont rencontrés à travers ce premier tome sont très intéressants à découvrir. Tout l'univers est vraiment bien construit, pensé. Il y a tout un tas d'ingrédients placés là où il faut et qui, moi, m'ont surprise parce que c'est monté crescendo avec un final absolument incroyable. Et je suis impatiente de pouvoir mettre la main sur les tomes 2 et 3. Et je vous encourage à découvrir cette saga qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. On va enchaîner avec la lecture de ce premier semestre 2024 que j'attendais avec impatience. La voici, la voilà. Il s'agit du 9e tome des aventures d'Enola Holmes de Nancy Springer aux éditions Nathan. Et on y retrouve Enola qui doit enquêter plus ou moins avec son frère sur la disparition du meilleur ami d'un grand écrivain
Rudyard Kipling et ce meilleur ami est aussi l'éditeur de Kipling. Et bien évidemment, Enola va partir à la recherche de l'éditeur en question. Ce tome ne sera pas mon préféré de la saga, j'ai trouvé que les deux précédents étaient meilleurs, étaient plus intéressants à mes yeux. Surtout le précédent qui était vraiment un giga coup de cœur. Mais j'ai trouvé que si l'histoire était un petit peu confuse, brouillon et avait du mal à démarrer et que je trouvais pas toujours l'histoire bien cadrée, structurée, j'ai quand même adoré l'ambiance qui est plutôt sombre, plutôt pesante. J'ai beaucoup aimé cette histoire autour de chiens enragés, de ce combat contre la rage, non seulement Pasteur mais également un confrère britannique qui nous est présenté dans ce roman. J'ai beaucoup aimé aussi le lien fait avec Rudyard Kipling, qui est un auteur qui on doit le livre de la jungle, mais également un autre récit que moi j'aimais beaucoup, Histoire comme ça, où c'était ce qu'on appelle les histoires des origines. Pourquoi l'éléphant a une trompe, pourquoi le perroquet est multicolore, enfin voilà, c'était ce genre d'histoire comme ça, comme son nom l'indique. Et j'ai trouvé ça intéressant de relier Rudyard Kipling, l'édition, avec cette confrérie de la mangouste qui est très particulière. Donc et les chiens enragés de surcroît. Donc je trouvais que le tout matchait bien en termes d'univers, en termes d'indices et de petits éléments. En plus de ça, j'aimais bien ce côté Londres victorien qui rencontre le style art déco, art nouveau. Donc il y avait pas mal de choses très intéressantes, bien fichues, même si j'ai pas été autant captivée que les tomes précédents. Je reste à l'évidence fan d'Enola Holmes, qui est une de mes héroïnes préférées, et je reste très fan de la saga. Et ma foi, je suis impatiente de voir si l'autrice prévoit un 10e tome, parce qu'il est certain, comme pour celui-ci, je me précipiterai pour l'acheter. Maintenant on va se tourner vers le futur et je vais vous parler de la sortie littéraire que j'attends le plus durant le second semestre 2024. Pas de surprise et je pense que vous devez vous en douter vu le nombre incalculable de fois où j'ai pu parler de cette série sur cette chaîne et aussi sur mon blog. Il s'agit du 4e et dernier tome des Mémoires de la Forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions L'École des Loisirs. Ce 4e tome nous emmène tout droit au printemps, la dernière saison qui restait à exploiter par l'auteur, et s'intitule La saison des adieux. Nous sommes toujours au cœur de la famille Renard, et cette fois-ci, on va fêter les 80 ans de la librairie Belle Écorce. Plein de festivités sont organisées, malheureusement, le bois commence à craquer. En effet, la librairie semble être atteinte de croque-bois. Pour en venir à bout, une seule solution, il faut couper l'arbre. Seulement, le petit Ernest Renard ne peut s'y résoudre. Le vieux chêne abrite les souvenirs et les œuvres de sa mère Anouchka. Si le chêne disparaît, c'est aussi elle qui s'en ira encore plus. À moins que l'arbre des souhaits, un pommier magique dont Anouchka lui avait parlé quand il était petit, n'accomplisse un miracle. Sa quête à travers la forêt lui réserve bien des pépins et la vie à croquer. Ce roman sort en octobre, mais je sais que je le conserverai précieusement pour la saison printanière où il aura toute sa place, évidemment. En attendant, je suis absolument fan des Mémoires de la Forêt. Ce résumé a l'air encore une fois de nous transporter dans des choses liées à la famille, aux émotions, à l'enfance, aussi des souvenirs, des choses qui sont plus douloureuses, le deuil. Donc je sais qu'on va retrouver la formule Mémoire de la Forêt, des choses très lumineuses, très cosy, très tranche de vie, très bon enfant, avec des choses qui sont beaucoup plus dures et sombres, qu'on va peut-être retrouver des anciens personnages des 3 tomes précédents, peut-être pas. Voilà, il y a une promesse dans cette saison des adieux, il y a quelque chose qui sonne comme la fin, c'est le 4e et dernier tome de toute façon. Il y a une forme de nostalgie qui se dégage tout simplement de ce dernier opus. Donc je suis impatiente de voir ce que l'auteur et l'illustratrice nous ont prévu pour ce dernier tome. Pour la suite, il faut que je vous présente un livre qui m'aura touchée, émue, ou fait pleurer, et il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on est au cœur de Tokyo,
avec le café Funiculi Funicula, qui a une légende particulière. Il paraît qu'en dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Bien évidemment, il y a des règles très strictes à respecter. Néanmoins, ça ne va pas échauder 4 femmes qui vont tenter l'expérience en sachant que l'expérience durera tant que le café est encore chaud. On est donc dans un roman choral, on va suivre 4 nouvelles précises autour de ce café et 4 nouvelles qui ont pour personnage principal des femmes et chacune va pouvoir nous parler d'une thématique ou de plusieurs sujets qui lui sont chers. Des liens, ça peut être amoureux, ça peut être familiaux, ça peut être également sur des maladies, sur des problèmes de santé, ça peut être... Il y a tout un tas de petites choses qui sont venues petit à petit apporter de la puissance à ce roman qui est très court à lire d'une part, d'autre part qui a un style, une plume qui est sans fioriture. C'est droit, pas de métaphore, c'est assez simple et agréable à lire, c'est typiquement la plume asiatique, notamment du Japon, d'avoir quelque chose d'assez émouvant, touchant, tout en ayant cette espèce de pudeur, de retenue, de délicatesse, je trouve aussi. Donc il y a un juste équilibre entre l'émotion et la retenue qui, moi, m'a vraiment séduite. J'ai beaucoup aimé les personnages que l'on suit à travers toutes les nouvelles, à certains qu'on retrouve d'une nouvelle à une autre. J'ai adoré la dernière histoire qui vraiment a perforé le cœur, je trouve. Donc j'ai bien aimé l'ambiance de ce récit, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la plume, j'ai trouvé que c'était délicat, touchant. Voilà, il y a quelque chose qui, dans ce roman, m'a fortement impactée au point où j'ai acheté le 2e tome et qui m'attend sagement dans ma pile à lire. On va rester dans la littérature asiatique et japonaise à travers un roman qui, lui, m'a rendue heureuse. Et je vais vous parler d'un gros coup de cœur puisqu'il s'agit de La Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama aux éditions J'ai lu. Peut-être que certains et certaines connaissent l'autrice à travers Le Café Marble puisque le 1er tome s'intitule Un jeudi saveur chocolat et le 2e s'intitule Un lundi parfum matcha, je crois. Donc peut-être que vous avez plus l'habitude de cette autre série qu'elle a écrite et peut-être pas de ce one-shot. En tout cas, si vous avez aimé Le Café Marble, il est fort probable que vous allez apprécier ce roman. Parce que là aussi, on est sur un roman choral où on va suivre plusieurs personnages à travers des histoires qui sont là aussi très touchantes, mais dans quelque chose de plus lumineux. Là, la Bibliothèque des rêves secrètes, ça nous permet de faire la connaissance de Sayuri Komachi, qui travaille dans une petite bibliothèque au cœur de Tokyo. Et hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont tous au carrefour de leur vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il était venu chercher. Et derrière cette lecture imprévue, se dessinent toujours les premiers jalons d'un nouveau départ. Là, on est clairement sur un roman plus poétique, plus chargé en messages, plus lumineux, plus optimiste aussi. On est sur quelque chose qui reste avec une plume délicate, avec une plume très sensible et simple, sans fioriture. Néanmoins, j'ai adoré, ça se lit facilement, c'est ultra agréable, les personnages sont plutôt attachants. Sayuri Komachi, qui est la bibliothécaire, je l'ai trouvée très mystérieuse. Elle garde toute sa part de mystère, mais j'ai beaucoup aimé sa manière d'interagir avec les personnages, ses répliques aussi. Donc on a là un très beau roman qui, je trouve, correspond à ce qu'il vend en 4e de couverture. Un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance qu'une personne attentive et attentionnée peut avoir sur le destin d'autrui. Et je trouve que ça résume parfaitement le roman parce qu'on y est. C'est sobre et efficace, c'est délicat, c'est cosy, c'est tranche de vie, c'est vraiment très chouette. Et c'était un très gros coup de cœur qui me pousse vraiment à découvrir Le Café Marble de l'autrice. On va continuer ce tag avec un livre que j'ai acheté et lu durant le premier semestre 2024.
une pierre deux coups, me direz-vous, puisqu'il faut que je vous parle d'un très beau livre. Je vous présente donc le premier tome de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer aux éditions Hachette. C'est donc l'histoire de Sophie de la Pointe qui vient de perdre récemment son père dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, et cette petite Sophie s'occupe de pas mal d'horloges au sein du royaume dans lequel elle vit, jusqu'au jour où dans sa boutique, le prince Dimitri lui donne un engrange-temps à réparer. Ni une ni deux, Sophie s'y colle et y voit là l'occasion, un temps rêvé, de remonter dans le temps, puisque c'est à ça que servent les engrange-temps, et pouvoir enfin découvrir ce qui se cache derrière la disparition de son père. Malheureusement, et vous vous en doutez bien, ça va pas se passer comme prévu. Je vais passer très rapidement sur ce que je pense du récit. Je l'ai beaucoup aimé, le tome 2 m'attend dans ma pile à lire. J'ai adoré l'ambiance et les personnages, même si tout n'est pas développé à 100% comme j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus travaillé, un petit peu plus fin. Néanmoins, ça a été une belle aventure. J'ai adoré suivre Sophie et Dimitri. J'ai adoré découvrir cet univers fait d'horloges qui parlent. Bref, j'ai passé un très chouette moment, un très agréable moment de lecture avec ce premier tome. Là, il faut qu'on s'attarde davantage sur l'aspect physique du petit bijou qu'on a là. Et effectivement, c'est un très très beau livre, puisqu'on a les petits entrelacs et les dorures. On a une petite référence L'Engrange-Temps avec cette petite horloge juste là sous la couverture. On a du jaspage qui est très élégant avec bleu et des petits entrelacs, des vignes, des ornements qui sont très chouettes, je trouve. Pareil, de l'autre côté, on retrouve ces petites frises entrelacs avec l'horloge qui caractérise la saga. En plus de ça, la couverture est très chouette. J'aime énormément l'illustration que je trouve raffinée, très jolie en termes de luminosité et de palette de couleurs. Puisqu'on reste sur la beauté de la chose, qui est un rebac étoilé, on a l'arrière, on va dire les coulisses d'une montre avec tous ces petits engrenages que j'aime beaucoup, avec ce côté doré bleu qui fonctionne à merveille. Autre excellente idée, celle d'avoir fait une illustration pour l'entrée, mais une toute autre illustration en sortie de livre. Et puis même à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était soigné, puisqu'on a des pages avec des entrelacs, des ornements sur le bas de la page pour les chiffres, mais également sur les coins. J'ai donc trouvé le tout absolument chouette et très très beau à regarder. C'est un très bel objet. On va se tourner du côté des autrices illustratrices que j'ai le plus aimé durant ce premier semestre 2024. Sans surprise, me direz-vous, puisque leur roman compte parmi mes plus belles lectures de ce premier semestre. Vous allez retrouver Margaret Rogerson avec Sorcery of Thorns, mais vous allez également retrouver Michiko Aoyama avec la Bibliothèque des Rêves Secrets. L'une comme l'autre, pour des registres totalement différents, hein. L'une, on est dans un contemporain, roman choral, quelque chose de très cosy, cocooning, tandis que l'autre, on est vraiment sur de la fantaisie, avec un univers palpitant, avec des personnages qui vivent une aventure incroyable. On a deux styles, deux salles, deux ambiances, et pourtant leurs plumes m'ont complètement séduite. L'une qui est travaillée, qui est léchée, qui est poussée pour donner corps à un univers qui est dense et riche, des personnages qui sont absolument plaisants à entendre discuter à travers les dialogues. Et de l'autre côté, Michiko Aoyama, on a ce côté simple, épuré, sans fioriture, qui est juste, qui a des émotions très belles, qui est lumineux, qui est tout en retenue et délicatesse. Donc voilà, encore une fois, même sur les plumes, on est sur deux salles, deux ambiances, mais qui moi m'ont parfaitement touchée, et je serai ravie à l'avenir de lire d'autres romans de ces autrices. Et pour terminer ce petit trio enchanté, je vais vous parler d'une illustratrice dont j'aime énormément le travail depuis que j'ai lu les adaptations bande dessinée d'Enola Holmes, et que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome de sa bande dessinée Arcana. Il s'agit de Serena Blasco. J'ai pu lire le tome 2 d'Arcana en février, me semble-t-il. C'était une très belle lecture par ailleurs. Je vous encourage à découvrir Arcana et j'ai hâte de pouvoir me prendre le tome 3 très prochainement.
Je pense que le style graphique parlera de lui-même si je fais un petit point rapide sur la bande dessinée là comme ça. Hop. Mais c'est une excellente illustratrice. Moi j'adore ce qu'elle fait. C'est du traditionnel, c'est de l'encre, de l'aquarelle. J'aime énormément les couleurs qui matchent avec cet univers fait de tarot, de magie, d'ésotérisme. J'aime énormément le design des personnages. J'adore les décors qui sont fouillés, qui sont soignés. J'aime les planches qui sont toujours très intéressantes et même les planches qui sont hors récit en fait. Les petits ajouts, petits bonus, les annexes en fait, pour comprendre, pour avoir davantage d'informations sur l'univers. J'ai trouvé les planches, les compositions rythmées, j'aime beaucoup le découpage. Bref, c'était un régal de suivre l'histoire en elle-même, mais aussi de se plonger dans les illustrations qui sont dynamiques, qui sont rythmées, qui sont colorées et chatoyantes, qui sont super agréables à regarder, chercher les petits détails, la petite minutie. Donc je sais déjà que je vais en prendre plein les yeux pour le tome 3, j'ai hâte. On se dirige doucement mais sûrement dans le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce bilan à mi-chemin. Et pour cette dernière catégorie, je dois vous parler d'un livre d'un auteur français ou d'une autrice française. Je vais vous présenter une petite découverte de littérature adolescente que j'ai bien aimé faire en début d'année. J'ai trouvé le roman très chouette, très agréable, cosy, j'ai adoré le concept. Mais je vais d'abord vous le présenter en bonne et due forme. Il s'agit de Myriam et le thé du juste moment de Sophie Noël aux éditions Scrénéo. Ici nous sommes sur une mère et une fille qui posent leurs bagages dans un village pour ouvrir leur librairie, le thé ou café, puisqu'elles ont voyagé un peu partout dans le monde et c'est la première fois qu'elles se retrouvent sédentaires. La petite Myriam va se lier d'amitié avec Adiba, une femme mystérieuse qui vient régulièrement à la librairie et qui est surtout une conteuse. Et cette dernière a pour mission d'essayer d'égayer le quotidien de Cyrine, une jeune fille malade qui doit essayer de sortir de sa mélancolie. Et Adiba est peut-être un petit peu plus que ce qu'elle veut bien faire croire, puisqu'il semblerait que ses contes prennent vie. Et on a là un petit roman qui paye pas de mine, mais qui fait du bien, parce que j'ai trouvé qu'il avait un petit côté message lumineux, développement personnel qui n'est pas trop holistique. J'ai beaucoup aimé les références aux contes, j'ai beaucoup aimé cette magie, ce mystère qui entoure Adiba. J'ai bien aimé le personnage de Myriam, j'adore son évolution. J'ai trouvé la plume très chouette, très agréable à lire, j'aime beaucoup les rebondissements qui étaient proposés par l'autrice. Bref, c'était un roman très agréable à lire, une bonne petite découverte qui me pousse à lire davantage de romans de l'autrice. Et j'ai beaucoup aimé le travail fait sur les émotions, sur le côté un peu introspection que propose le récit. Bref, c'était une belle lecture et je ne peux que vous recommander si vous cherchez ce type de récit. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère que vous avez pu faire de belles découvertes à travers tous ces intitulés. Comme précisé dans l'introduction, n'hésitez pas à faire un tour sous la vidéo dans la description pour avoir plein d'autres informations à vous mettre sous la dent. Et n'hésitez pas non plus à faire un tour dans les commentaires, histoire de me faire un petit peu vos retours sur ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus ou pas. S'ils traînent dans votre pile à lire, peut-être que c'est l'occasion de les en sortir. Sans oublier le fait que je suis friande de recommandations livresques, donc n'hésitez pas non plus à me faire vos retours sur vos lectures préférées de ce premier semestre 2024. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de très belles lectures et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!